avec une intervention qui, cet après-midi, va être consacrée aux pratiques de commercialisation sur un sujet qui est très important. C'est que en IMO et surtout en rachat de crédit, vous faites face à une clientèle souvent de plus en plus vieillissante. Et pour cette clientèle, il y a un devoir de conseil qui est particulièrement renforcé, un devoir de vigilance vis-à-vis de cette clientèle fragile. Et c'est effectivement ce que va vous présenter cet après-midi le cabinet Choiset et Associés. Voilà. Bonne conférence à vous et je laisse la parole à monsieur. Donc merci Monsieur Debez. Donc effectivement un petit changement de programme, parce que comme vous l'avez vu sur le programme, l'intervention qui a été présentée hier par Maître Choiset a été répercutée aujourd'hui. Donc le programme a effectivement changé. Si jamais vous avez des questions sur la présentation qui devait être faite, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la conférence. Je vous laisserai les coordonnées du cabinet, il n'y aura pas de souci pour contacter Maître Choiset. On pourra éventuellement vous transmettre ou des informations ou les slides, je verrai ça avec Maître Choiset qui est associé du cabinet. Donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la conférence. Donc effectivement, donc les pratiques de commercialisation, donc comme vous l'indiquez monsieur Debez, un sujet préoccupant puisque, alors, vous avez peut-être vu un petit peu dans l'actualité, on voit pas mal de scientifiques qui se penchent sur la question alors du vieillissement, du rajeunissement. Est-ce qu'on peut éventuellement, enfin je voyais encore récemment, un scientifique qui avait réussi à inverser le vieillissement de certaines cellules. Donc c'est des questions qui sont vraiment d'actualité. Et pour les questions qui vous concernent, effectivement, quand on se retrouve face à des personnes âgées, des personnes qui ont potentiellement plus toutes leurs facultés mentales ou qui peuvent avoir un petit peu des difficultés à comprendre ce à quoi elles s'engagent, on peut se poser la question de notamment l'obligation d'information, l'obligation de conseil, est-ce qu'elle doit être renforcée, est-ce qu'elle doit être adaptée, et ce sera l'objet justement de mon propos aujourd'hui. Donc effectivement, comme je vous le disais, c'est un sujet qui est d'actualité et qui est notamment d'actualité pour l'ACPR et l'AMF qui, via le pôle commun qui a été mis en place et qui a débuté en décembre 2018, s'est penché sur cette question, a lancé une consultation publique. Cette consultation publique est toujours en cours. L'ACPR et l'AMF ont établi une synthèse le 26 juin 2019. Donc je reviendrai sur quelques points de cette synthèse. Et en décembre 2019, donc on devrait avoir en principe une publication, toujours par ce pôle commun, d'un guide de bonne pratique. Donc effectivement, comme vous le verrez, on se pose la question, est-ce que le législateur va se pencher sur cette question? Est-ce que c'est des choses qui vont plutôt se faire en interne? On répondra à toutes ces questions ensemble. Et effectivement, en ligne de mire, en 2020, comme je vous le disais, une éventuelle modification du cadre législatif. Donc là, vous avez un petit peu la chronologie du processus qui a été initié par la CPR et par l'AMF. Donc dès 2017, une étude documentaire qui a été mise en place, puis les phases classiques de consultation de la CPR, de l'AMF. Et on arrive aujourd'hui en 2019 avec des choses qui sont un petit peu plus concrètes. Donc effectivement la synthèse qui a été publiée, qui est disponible sur le site de la CPR et de l'AMF, et également le guide de bonne pratique que j'évoquais tout à l'heure, qui devra arriver d'ici la fin de l'année. Donc pour des questions un petit peu plus terre à terre, donc comme je vous le disais, la part des seniors augmente. En janvier 2018, les plus de 65 ans représentaient 19,6%. On voit que c'est un nombre qui est sans cesse en augmentation. Et en 2040, ce nombre devrait quasiment doubler au niveau des plus de 75 ans. Donc la question des pratiques de commercialisation à l'égard de ces populations vieillissantes est vraiment d'actualité. Alors on a un problème qui est réellement complexe, puisque se référer à l'âge, parce que depuis le début de la présentation, je vous parle de l'âge des personnes, effectivement, ce n'est pas un critère qui doit être pris seul. C'est qu'un indice qui doit être pris en compte par rapport aux capacités de la personne. Ne serait-ce que pour vous donner un exemple, l'OMS considère que le point de départ du vieillissement est à 60 ans, et en France, ça ne correspond même pas à l'âge légal de départ à la retraite. Donc on voit qu'il y a des différences en fonction du point de vue duquel on se place. Et effectivement, le vieillissement psychologique, donc, qui nous intéresse dans le processus de contractualisation, n'a pas de lien finalement avec le vieillissement biologique. Et alors, un exemple type,
sur la fracture numérique, parce qu'on entend souvent, notamment les jeunes qui vont nous dire non mais les personnes âgées ne savent pas se servir d'Internet, elles n'y comprennent rien, etc. Finalement, les chiffres, quand on les observe de plus près, ne sont pas si tranchés. En 2017, on avait 88% d'internautes. Pour les seniors, 80% des 55-54 ans étaient des internautes. 63% des 65-75 ans sont également des internautes. Donc on voit que les populations, enfin finalement tout le monde est à peu près égal face à l'ère du numérique. La consommation du numérique également sont des chiffres qui sont intéressants. Des personnes qui sont à l'aise avec Internet, qui commandent des choses sur Internet, qui ont accès finalement à tout ce volet numérique. Mais on a quand même une réalité biologique. Ce que je vous disais en début de présentation, le déclin des fonctions cognitives. On a plus les personnes sont âgées, plus elles vont avoir des troubles de la mémoire immédiate, un allongement du temps de réaction, des difficultés à prendre des décisions, avec un risque qui est important et sur lequel on reviendra, le risque de délégation à autrui. Souvent, on entend des personnes qui nous disent « voyez ça avec mon fils, voyez ça avec ma fille, vous voyez ça avec mes amis, etc. » Sauf que dans une démarche de contractualisation, on doit contractualiser avec une personne, pas avec un tiers. Donc il faut que ces méthodes soient un petit peu officialisées. On a également une problématique sur la baisse de la vigilance par rapport à toutes les problématiques de phishing. Là aussi, c'est des sujets qui sont réellement d'actualité. Toutes les attaques via Internet, toutes les problématiques finalement de cyber-risque qui concernent réellement les personnes âgées, les populations vieillissantes. Le principal problème d'un point de vue contractuel et d'un point de vue juridique, c'est ce qu'on appelle la zone grise, comme ça que l'ont appelé la CPR et l'AMF. C'est finalement la période un petit peu entre deux où les personnes sont effectivement entre guillemets des seniors, mais on n'est pas encore dans des démarches de tutelle, de curatelle, on n'est pas dans des démarches officielles. Donc effectivement, les personnes vont être plus faibles face à un commercial, etc. Mais on n'a pas de cadre juridique pour cette zone grise. Donc les réponses, on en a finalement deux d'un point de vue juridique. On a une réponse pénale, une réponse civile. La réponse pénale, elle apparaît inadaptée. Parce que la réponse pénale, on l'entend assez régulièrement, ça va être l'abus de faiblesse, ça va être l'abus de confiance. C'est des réponses qui vont être répressives, mais qui sont finalement sans incidence sur la prévention. Ce n'est pas parce qu'il y a une sanction derrière, une répression, que derrière la commercialisation va en être meilleure. La réponse civile, en revanche, paraît plus adaptée, mais elle est peu utilisée. C'est le mandat de protection future, donc, qui a été créé par la loi du 5 mars 2007 sur la réforme des tutelles. Et d'ailleurs, on a une réforme du 23 mars 2019 sur toutes ces questions-là, qui replace réellement le mandat de protection future au premier plan et qui fait de cette mesure la première méthode de protection pour les personnes, enfin pour les majeurs, entre guillemets, enfin pour les majeurs qui doivent être protégés, entre guillemets, plutôt. L'idée du mandat de protection future, c'est que toute personne majeure ou mineure, sans distinction, émancipée, peut désigner une ou plusieurs personnes pour la représenter. Et ce mandat va porter sur la personne du mandant, donc sur la personne du majeur protégé, mais également sur son patrimoine. C'est un mandat qui peut être fait tout à fait sous seing privé. On n'a pas d'obligation de passer devant un notaire, ça peut se faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et le mandat va être activé à partir du moment où on a un médecin spécialisé qui va constater une dégradation des fonctions cognitives. Donc on est dans une démarche beaucoup moins stricte et encadrée qu'une mesure de tutelle ou de curatelle, mais on a quand même un constat médical initial. Et la fin du mandat, soit le rétablissement du mandant, parce qu'effectivement on peut être sur une question de trouble qui va être seulement temporaire, un placement en tutelle ou curatelle, donc là, comme je vous le disais, on va aboutir sur un cadre juridique beaucoup plus strict, ou le décès naturellement. Alors quelques rappels pour ce qui vous concerne plus directement sur le devoir de conseil de l'IOBSP et du CIF, mais plus généralement de tout intermédiaire, toute personne qui va commercialiser, parce que c'est des règles qui sont effectivement transposables aux intermédiaires en assurance. Pour l'intermédiaire, vous le savez, le conseil est la norme. C'est le point le plus fréquent, nous on le voit en tout cas au cabinet, l'obligation d'information, le devoir de conseil, c'est une réelle source de contentieux. Dès que quelque chose ne va pas pour une personne, on va se retourner vers l'intermédiaire, vers la personne qui a vendu le produit, en disant « elle ne m'a pas suffisamment informé, elle ne m'a pas conseillé par rapport à mes besoins, etc. » En matière de population vieillissante, pour des seniors, ça va être encore plus important, parce qu'effectivement,
les personnes vont se dire on a abusé de moi, ou même l'entourage va dire non mais vous avez vendu ce produit à mes parents, vous n'aviez pas à leur vendre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est prégnant. Et on le retrouve dans la réglementation. Je vous renvoie au Code monétaire et financier qui parle systématiquement de pratiques commerciales qui doivent être honnêtes, équitables, transparentes, professionnelles. Donc on est sur des grands principes, mais qui doivent être observés par tous les intermédiaires. On a une problématique aussi qui se pose en termes de prescription, notamment avec des arrêts récents de la Cour de cassation par rapport à la prescription et notamment au point de départ de la prescription. Est-ce que ça va être la réalisation du dommage ou la révélation à la victime? Et c'est une question qui est essentielle pour des personnes dont les capacités cognitives sont en déclin, puisque si on se réfère à la révélation à la victime, la personne finalement n'a pas conscience qu'elle est en train de subir un dommage. Donc on arrive finalement à une situation où les actions peuvent potentiellement être imprescriptibles. Donc ce qui est assez dangereux d'un point de vue de la sécurité juridique. Ces questions-là sont également abordées dans les textes européens. Donc, je ne vais pas vous lister tous les textes qui se réfèrent à ces questions-là, mais à nouveau, dans les directives européennes, que ce soit en matière d'intermédiation bancaire, en matière de services de paiement, en matière d'intermédiation d'assurance, on a toujours ces notions de pratiques commerciales honnêtes, d'impartialité, etc. Donc on a vraiment une logique européenne et nationale qui vise à protéger les clients et avant toute chose. Là, j'attire notamment votre attention sur la petite pyramide que vous avez sur le côté de la présentation, où le producteur et le distributeur ont un réel rôle quand ils distribuent un produit. Donc, à nouveau, c'est valable pour tous les produits bancaires ou d'assurance, sur la définition du marché cible. Et c'est quelque chose qui va être très important en matière de population senior, puisqu'effectivement, si le marché cible n'est pas défini correctement, on va potentiellement vendre des produits totalement inadaptés pour des personnes qui ne prennent pas conscience du risque qu'elles prennent à souscrire ces produits. On le reverra en fin de présentation, faire souscrire un PEA ou faire souscrire des assurances vie en unité de compte à des personnes qui ont plus de 80 ans, ça n'a pas de sens. Mais on le voit encore, c'est des choses qui se font. Donc on verra un petit peu les solutions envisageables. Donc en pratique, effectivement, comment faire? Donc on a un processus de coproduction des normes. Donc comme vous l'avez vu au début, la CPR, l'AMF travaillent de concert. La Commission européenne est très au fait de ces questions également. Ce processus n'est pas encore achevé aujourd'hui, mais au-delà des textes, donc comme je vous le disais, enfin, vous l'avez vu, les textes sont assez génériques. On nous parle de pratiques commerciales loyales, de pratiques honnêtes, etc. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On comprend l'idée, mais concrètement, on ne voit pas ce que ça veut dire. Donc on a plusieurs exemples sur lesquels je vais revenir qui sont assez intéressants. On a notamment la CPR qui a pris l'exemple d'une banque qui interdisait systématiquement de démarcher des clients de plus de 85 ans. Donc là c'est clair, au niveau des commerciaux, des personnes qui vont se déplacer ou qui vont contacter les personnes par téléphone, dès lors que la personne a plus de 85 ans, on ne démarche pas. Donc on est vraiment sur une logique où c'est la personne qui doit venir si elle veut souscrire un produit. Ce n'est pas à nous d'aller lui vendre le produit. Donc dans cette démarche-là, si on a une demande d'une personne donc de plus de 85 ans, ou pas nécessairement, une demande d'une personne dont on soupçonne qu'il peut y avoir un déclin cognitif, on va avoir recours à une documentation ad hoc, donc une documentation particulière, pour s'assurer que la personne ait bien conscience de ce à quoi elle souscrit, que ce qu'elle vous ait demandé correspond bien à ce à quoi elle s'attend, parce qu'une personne peut très bien venir et vous dire « je veux tel produit », mais elle pensait acheter toute autre chose. On a aussi des méthodes de double regard, donc que ce soit pour valider des ventes ou des arbitrages sur des produits. Donc on va avoir deux collaborateurs de la structure qui vont avoir un regard sur le produit. Ça permet également ça permet notamment d'avoir deux regards vraiment différents, éventuellement un regard plus objectif, un peu plus un regard de l'extérieur. Pour d'autres établissements, donc c'est ce que je vous disais sur les unités de compte, on peut également limiter, sans interdire la commercialisation, limiter les ventes à un taux notamment d'unité de compte qui peut être plafonné à 30%. On a d'autres retours d'expérience, donc là on est plus vraiment sur de la prévention avec des programmes internes de formation, donc à l'intérieur des structures, une formation réellement adaptée à la commercialisation à destination des seniors. Ça peut passer également par des guides à l'attention des conseillers. Là, c'est des mesures très concrètes, mais qui peuvent avoir leur importance. On vous a cité quelques exemples, éclairer le bureau, parler plus fort, faire asseoir rapidement le client,
éventuellement évoquer le mandat de protection future dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, mais effectivement, une personne qui arrive dans une démarche d'achat ou une démarche de conseil, si vous la mettez déjà dans les bonnes conditions pour comprendre ce qu'on va lui dire, c'est mieux. Une personne qui est fatiguée déjà, si vous la laissez debout trop longtemps, etc., on peut derrière avoir effectivement une personne qui va vouloir écourter le rendez-vous et accepter plus ou moins n'importe quoi. Les formations à nouveau sur la retraite et sur la dépendance, je vous renvoie à ce que je vous disais pour les formations dédiées aux seniors. On peut avoir également des mesures de contrôle et d'alerte sur des opérations non habituelles. C'est ce que je vous disais, notamment sur les PEA, sur les unités de compte pour les assurances vie, avec des systèmes d'alerte. Attention, cette personne est âgée, attention, cette personne a souscrit des taux qui ne correspondent pas à ses besoins ou qui ne correspondent pas forcément aux souhaits qu'elle a exprimés. Donc voilà, c'est des alertes qui existent de toute façon, c'est des obligations qui sont légales pour toutes les personnes, mais on peut penser à mettre des alertes particulières pour des personnes âgées. On peut également avoir des méthodes d'avertissement ou de blocage des virements faits vers des placements qui peuvent être référencés, notamment sur les listes noires de l'AMF. On pense au Forex, aux matériaux rares, aux bijoux, où c'est des choses pareilles qui, dans une démarche d'une personne qui va vouloir placer son argent pour le sécuriser, pour le transmettre, etc., ça n'a pas de sens de se tourner vers ces produits finalement à risque. Donc là encore, on peut systématiquement bloquer ces virements, voir la personne, s'assurer qu'elle a bien compris, qu'elle est bien au fait du risque qu'elle prend. Donc maintenant, on a des propositions qui sont également faites par la consultation publique ACPR-AMF, donc qui résultent de la synthèse de juin 2019. Donc déjà, ce que je vous disais en introduction, l'âge à lui seul ne peut être un facteur unique d'alerte. On ne peut pas dire une personne qui a plus de 80 ans n'est pas capable de souscrire un produit bancaire ou n'est pas capable de souscrire une assurance vie. C'est quelque chose qui ne peut pas être systématique. C'est aussi pour ça qu'on a un petit peu de mal à légiférer sur la question, parce qu'on ne peut pas être sur des questions qui sont tranchées. Alors on a effectivement une évolution du cadre réglementaire qui reste envisageable. On a des associations de consommateurs qui ont proposé une déclaration de suspicion de vulnérabilité. Mais là encore, c'est des problématiques qui seront vraiment vues au cas par cas. Donc à partir de quel moment cette déclaration sera obligatoire, comment on pourra vérifier derrière, c'est des questions qui ne sont pas encore tranchées. On a également des craintes sur les questions de signature électronique. C'est des choses qui ont tendance à se développer de plus en plus pour plus avoir d'échanges de papier, pour écourter le processus de contractualisation. Vous allez en ligne, vous choisissez votre produit, vous cochez les cases qui vous vont bien, etc. À la fin, on vous dit signature électronique, vous validez, tout va bien. La signature électronique, en principe, est valable, mais pour une personne qui n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qui est systématique, mais on a quand même des personnes qui peuvent avoir du mal, alors que ce soit avec l'outil informatique en général ou avec le site internet en lui-même, si le site n'est pas forcément très clair. On peut avoir des difficultés là-dessus. Et la signature électronique, c'est pareil. Est-ce qu'une personne qui ne connaît pas cette méthode a conscience qu'elle s'est vraiment engagée en cochant 2 cases et en cliquant 2 fois sur OK? C'est des questions qui peuvent être soulevées et qui doivent absolument être adaptées pour les personnes les plus fragiles. D'autres propositions encore, alors des propositions qui sont potentiellement efficaces, les outils pédagogiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les formations en interne, les fiches de présentation également. Là, je vous renvoie notamment à un sujet un petit peu d'actualité sur la directive de distribution de l'assurance, avec les fiches IPID, les fiches de synthèse sur les produits d'assurance, qui sont normalisées. On a une fiche qui est imposée, un code couleur imposé, etc., où on doit absolument indiquer les garanties, les exclusions, le prix, etc., quelque chose qui est vraiment clair pour permettre aux personnes de comparer facilement plusieurs produits auprès de plusieurs compagnies. On pourrait arriver à des produits identiques pour tous les produits bancaires, pour tous les produits de placement, pour simplifier finalement l'analyse des personnes. Alors c'est valable pour toute personne, c'est encore plus valable pour des personnes qui sont potentiellement fragiles. On a d'autres propositions qui ont pu être faites, mais qui ne sont pas forcément convaincantes. Donc ce que je vous disais, le blocage systématique de la commercialisation, ça peut être intéressant si c'est ciblé sur un produit à risque particulier, mais c'est quelque chose qui derrière sera d'une part pas utile du point de vue commercial. Si on se prive de toute une tranche d'âge juste parce que voilà, à partir de 70 ans, on estime que les personnes ne peuvent plus contractualiser, c'est pas intéressant du point de vue des acteurs du marché. Et même pour les personnes, on a des personnes qui à plus de 70 ans sont qui peuvent souscrire valablement.
La décharge de responsabilité, c'est quelque chose qui est assez dangereux, qui de toute façon n'est pas efficace. À partir du moment où la personne n'a pas les moyens cognitifs de souscrire à un produit, si on lui fait signer une décharge de responsabilité, sa signature n'aura pas plus de valeur. Donc au final, on est statu quo. L'appel au notaire, là c'est la même chose. On va faire appel à quelqu'un qui n'aura pas plus d'informations, donc ça va être compliqué. Pour les héritiers, c'est exactement la même chose. Le certificat médical, ça peut être utile si on a recours au mandat de protection future. Donc en conclusion, effectivement, la direction réglementaire, on n'est pas sur une modification globale. L'idée, ce n'est pas d'établir un cadre juridique strict et assez fermé. L'idée, c'est justement de se tourner plus vers l'empirisme, plus vers la pratique, que chaque produit déjà soit adapté pour les seniors, que chaque méthode de commercialisation soit adaptée. Et ça, c'est des choses qui peuvent exister qu'en interne, parce que les produits sont tous différents, les méthodes de commercialisation sont différentes, donc il faut impérativement les adapter. C'est la logique qu'on voit actuellement avec les réformes européennes, que ce soit le RGPD et la DDA. On est vraiment dans une démarche où on remet les acteurs, on leur laisse finalement choisir leur méthode. Après, derrière, en revanche, les sanctions sont forcément plus lourdes. On n'a plus de contrôle préalable, mais derrière, les sanctions sont plus lourdes en cas de manquement. On en revient finalement pour la réglementation, alors que ce soit l'intermédiaire en opération bancaire, en service de paiement ou l'intermédiaire en assurance, on est vraiment sur une logique de conseil adapté. C'est des termes qui reviennent régulièrement dans les dernières directives et règlements européens. On est vraiment sur un conseil qui doit être adapté à son interlocuteur. Renforcer l'information précontractuelle, c'est quelque chose qui peut être à double tranchant. Soit on est sur de l'information efficace, je vous parlais tout à l'heure des fiches IPID, où on est sur un document de synthèse clair, soit on est sur de la surinformation et au final les personnes vont se retrouver avec des paquets de documents, elles ne sauront pas ce qu'il y a dedans et ce n'est pas comme ça qu'on pourra se dire je suis déchargé, j'ai donné toute l'information. On est vraiment sur une logique de conseil. Repenser la conception des produits, c'est également quelque chose qui transparaît dans la totalité des démarches, que ce soit la CPR, l'AMF ou les réformes récentes. On est vraiment dans une idée de revoir le produit à partir du moment où on le conçoit, d'être certain qu'il est adapté et derrière éventuellement de le modifier si besoin. Donc voilà, donc je suis désolé, c'est effectivement pas la présentation que vous attendiez, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.